Au milieu des ruines gelées des Apennins italiens, un soldat brésilien a commis l'acte le plus subversif de la guerre. Il a partagé son repas. Face à lui, un soldat allemand, l'ennemi juré, ne tenait pas une arme, mais une cuillère. La vapeur s'élevant de la gamelle se mêlait à l'haleine glacée des deux hommes, créant une trêve fragile et surréaliste. Pour sauver une vie, il a fallu enfreindre toutes les règles du conflit. Pour guérir un homme, il a offert sa propre nourriture, un geste plus insensé que la folie meurtrière qui les entourait. Ce n'est pas le récit d'une bataille, mais celui d'un instant qui a prouvé que l'humanité pouvait fleurir sur un champ de ruines. Comment une simple boîte de feijoada, ce plat rustique brésilien, a-t-elle pu accomplir ce qu'aucune balle ni aucun traité ne pouvait faire? Comment l'arôme de haricots noirs et de viande fumée, un parfum de foyer et de paix, a-t-il pu désarmer un homme conditionné à la haine? Cette histoire ne se mesure pas en territoire conquis, mais en barrières détruites. C'est le récit d'une blessure bien plus profonde qu'un éclat d'obus, une blessure à l'âme, et de la médecine la plus inattendue qui soit, un plat chaud, symbole d'une dignité partagée et d'une connexion retrouvée entre deux êtres que tout opposait. Le véritable pouvoir de ce moment n'est pas dans l'acte lui-même, mais dans l'héritage qu'il a engendré, un écho qui a traversé les décennies et les continents. L'histoire que vous allez découvrir est la preuve qu'un simple geste de bonté peut changer le destin. Aimez cette vidéo et restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment ce repas a sauvé bien plus qu'une vie. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de ces micro-histoires qui révèlent la force insoupçonnée des Prasignas, des récits où l'empathie devient la plus grande des victoires, un triomphe silencieux et pourtant universel. Absolument. Voici le bloc 2, rédigé en français France, en respectant rigoureusement toutes les directives. L'arrivée en Italie fut un assaut sensoriel. Le premier choc fut le froid. Un froid humide, pénétrant, qui semblait s'infiltrer non seulement sous son uniforme, mais aussi dans ses os, dans son âme. C'était l'antithèse de la chaleur brésilienne qui enveloppait et réconfortait. Ce froid isolait, engourdissait, rappelait constamment qu'il était loin, très loin de chez lui. 22. Au lieu des verts luxuriants et des bruns riches de sa terre natale, ses yeux ne voyaient qu'une palette de gris et de blanc sale, des montagnes déchiquetées par la neige, des arbres squelettiques, des villages en ruines, et, partout, la boue. Une boue tenace et glaciale qui collait à ses bottes, à ses vêtements, à son moral. Le paysage lui-même semblait être une victime de la guerre, blessé et endeuillé. 23. Le silence était différent aussi. Ce n'était pas le silence paisible de la campagne brésilienne, rempli des bruits subtils de la vie. C'était un silence oppressant, lourd de menaces, ponctué par le grondement sourd et lointain de l'artillerie. Un silence qui faisait tendre l'oreille, qui faisait sursauter au moindre craquement, qui témoignait de l'absence de vie normale. Les odeurs de son foyer, café, terre humide, fleurs de manguier, furent remplacées par un mélange âcre et stérile. L'odeur de l'antiseptique, de la laine mouillée, de la fumée de charbon et, parfois, portée par le vent, l'odeur métallique et douceâtre de la peur et du sang. Chaque inspiration était un rappel de l'endroit où il se trouvait, un abattoir d'hommes. 25. La faim devint une compagne constante. Les rations étaient maigres, monotones. Le souvenir des repas simples mais savoureux de chez lui, le riz, les haricots, la viande fraîche, devenait une torture, un rêve inaccessible. La nourriture, qui avait été un symbole de partage et de communauté, était devenue une simple question de survie, un carburant pour continuer à fonctionner dans cette machine infernale. 26. Il voyait le même choc, la même nostalgie douloureuse dans les yeux des autres Prasignas. Des jeunes hommes, pour la plupart des paysans et des ouvriers comme les gens de son village, arrachés à un monde de soleil et de simplicité pour être jetés dans ce cauchemar de glace et de feu. Ils se parlaient peu de leur mal du pays, mais ils se lisaient dans leurs regards perdus et leurs gestes lasses. 27. Arlindo s'accrochait à sa vocation comme à une bouée de sauvetage. Au milieu du chaos, la médecine était son seul point de repère. Chaque blessure qu'il soignait, chaque vie qu'il tentait de sauver, était un acte de défi contre la folie destructrice qui l'entourait. Il n'était peut-être plus dans son village, mais il était toujours un médecin. Sa mission restait la même, préserver la vie. Mais ici, les blessures étaient différentes. Elles n'étaient pas causées par des accidents ou des maladies, mais par une intention délibérée de détruire. Chaque éclat d'obus qu'il retirait, chaque membre qui suturait, était le produit de la haine.
Il soignait les symptômes d'une maladie bien plus profonde et bien plus terrible, une maladie qui avait infecté le monde entier. C'est dans cette tente battue par les vents des Apennins, les mains raidies par un froid qu'elle n'avait jamais connu, qu'Arlindo menait sa guerre. Il luttait pour se souvenir du médecin qu'il avait été, l'homme qui voyait un voisin dans chaque patient. Il luttait pour ne pas laisser le froid extérieur geler son cœur et le transformer en un simple mécanicien de corps brisé. Le contraste entre le souvenir de son porche ensoleillé au Brésil et la réalité de cette tente glaciaire en Italie était un abîme. Il ne savait pas encore que c'est précisément de cet abîme qu'allait naître l'acte le plus humain de sa vie, un geste qui allait jeter un pont non seulement entre deux ennemis, mais aussi entre le médecin qu'il avait été et celui que la guerre menaçait de détruire. Chaque soldat brésilien qu'il soignait était un miroir de sa propre perte. Dans leurs yeux fiévreux, il voyait le reflet des mêmes palmiers, des mêmes rivières, du même ciel bleu infini qu'il avait laissé derrière lui. Soigner ces hommes, c'était tenter de réparer un peu de sa patrie brisée, un fragment de son propre cœur, exilé dans ce paysage de désolation. Il se souvenait des conversations simples, des rires, de la chaleur humaine qui remplissait son cabinet au Brésil. Ici, la communication était réduite à l'essentiel, des grognements de douleur, des ordres brefs, des murmures de réconfort. La guerre avait volé les mots, ne laissant que les sons primaires de la souffrance et de la survie, un langage universel et terrible. La fatigue était un poids constant sur ses épaules, une chape de plomb qui rendait chaque geste plus difficile. Les jours et les nuits se confondaient en un flot ininterrompu de blessés. Il opérait avec des ressources limitées, improvisant constamment, poussant son corps et son esprit jusqu'aux limites de l'épuisement, alimenté par le café et une volonté de fer. Parfois, dans un rare moment de calme, il fermait les yeux et essayait de se rappeler le visage de ses anciens patients, le sourire d'un enfant qu'il avait guéri de la rougeole, la poignée de main reconnaissante d'un fermier. Ses souvenirs étaient son sanctuaire, un espace mental où la brutalité de la guerre ne pouvait pas pénétrer, un rappel de la raison pour laquelle il se battait à sa manière. Le soleil italien, quand il apparaissait, était pâle et distant, un astre étranger qui n'offrait aucune chaleur. Il ne ressemblait en rien au soleil généreux de son pays, celui qui mûrissait les fruits et réchauffait la peau. Ces soleils-là semblaient être un simple spectateur indifférent à la tragédie qui se jouait en dessous, accentuant la froideur du paysage par sa lumière sans âme. 36. Arlindo avait appris à lire la peur. Elle avait de multiples visages, la bravade bruyante des nouveaux arrivants, le regard vide des vétérans, les tremblements incontrôlables des hommes souffrant du choc des obus. Il la voyait en lui-même aussi, dans le creux de son estomac chaque fois que le sol tremblait sous une nouvelle explosion. Il était médecin, mais il était aussi un homme terrifié. 37. Il avait été formé pour diagnostiquer les maux du corps, mais ici, il était confronté à une pathologie de l'âme. La déshumanisation était le symptôme le plus insidieux de la guerre. Elle transformait des garçons en cibles, des visages en uniformes, des êtres humains en l'ennemi. Et c'est contre ce poison qu'Arlindo sentait qu'il devait lutter avec le plus de force. 38. Le contraste était absolu. Au Brésil, sa plus grande victoire était de voir un patient retourner à sa vie, à sa famille, à son travail. Ici, une victoire signifiait simplement qu'un soldat était suffisamment réparé pour potentiellement retourner se battre, pour être à nouveau brisé. C'était un cycle absurde et cruel, qui mettait à l'épreuve les fondements mêmes de sa vocation de guérisseur. 39. Il n'était pas préparé à la jeunesse de ses patients, tant de garçons, à peine sortis de l'adolescence, dont les corps étaient mutilés avant même d'avoir eu la chance de vivre pleinement. Leur visage imberbe, couvert de boue et de sang, était un reproche constant à la folie des anciens qui les avaient envoyés là. Chaque jeune vie qu'il ne pouvait pas sauver était un échec personnel, un poids sur sa conscience. 40. C'est dans ce contexte, un homme arraché à la chaleur et à la communauté pour être plongé dans le froid et l'isolement, un guérisseur forcé de travailler au cœur de la destruction, qu'Arlindo Correia attendait le prochain blessé. Il était un homme défini par son passé, hanté par le contraste entre ce qui était et ce qui est, et sur le point d'être redéfini pour toujours par un seul acte de compassion. 41. L'uniforme qu'il portait lui semblait étranger, une peu d'emprunt. Sous le tissu rêche, il était toujours le médecin de campagne qui connaissait le nom de chaque famille de son village. Il s'efforçait de voir au-delà des uniformes de ses patients également, cherchant le fils, le fermier, l'artisan qui se cachait sous le soldat blessé, une habitude de son ancienne vie qui devenait un acte de résistance. 42. Son humanité était mise à l'épreuve chaque jour, non seulement par l'horreur des blessures, mais aussi par la pénurie. Le manque de plasma, de bandages, de médicaments. Chaque décision devenait un tri, un calcul terrible sur qui avait les meilleures chances de survie. C'était une arithmétique monstrueuse qui allait à l'encontre de son serment de soigner tous ceux qui étaient dans le besoin, sans distinction. Absolument. Voici le bloc 3, rédigé en français, France, en respectant scrupuleusement toutes les directives de structure, de ton et de formatage. 36. Arlindo s'agenouilla près du brancard, un geste qui abolissait toute hiérarchie de vainqueur à vaincu.
Le métal froid de la boîte de conserve contrastait avec la chaleur de son intention. D'un geste lent et délibéré, il l'ouvrit. Un parfum riche et fumé s'échappa. Une bouffée de vie au milieu des odeurs de mort et d'antiseptique. C'était l'arôme de la feijoada, un simple ragoût d'haricots. Mais pour Arlindo, c'était l'odeur de son foyer. Un dimanche après-midi en famille, à des milliers de kilomètres de cet enfer blanc. 44. Pour Klaus, cette odeur fut une agression sensorielle, une attaque contre la forteresse de sa haine. Son estomac, vide depuis des jours, se contracta douloureusement, une trahison de son propre corps. Il regardait la nourriture sombre avec une méfiance féroce. On lui avait appris que l'ennemi était rusé, que la pitié était une faiblesse à exploiter. Chaque fibre de son être, conditionnée par des années de propagande, hurlait au piège, à l'humiliation. Cet homme n'allait pas le nourrir, il allait se moquer de sa faim avant de le mutiler. 45. Le médecin brésilien ignora le regard haineux du jeune homme. Il voyait au-delà. Il voyait la faim qui creusait ses joues et la peur qui faisait trembler ses lèvres. Arlindo comprenait que pour guérir la chair, il devait d'abord atteindre l'homme. Et le chemin le plus court vers l'âme d'un homme affamé passe par le partage du pain, ou en l'occurrence d'un ragoût d'haricots noirs. C'était une médecine plus ancienne que n'importe quel scalpel. Une sagesse transmise non dans les amphithéâtres, mais autour des feux de camp depuis la nuit des temps. 46. Les autres infirmiers et soldats dans la tente observaient la scène, suspendus dans une incompréhension totale. Leur monde était fait de règles claires, les nôtres et les leurs. Les blessés à sauver en priorité et l'ennemi à traiter avec un pragmatisme détaché. Ce que faisait leur chirurgie était une hérésie, une rupture insensée du protocole. C'était un gaspillage de temps précieux et, pire encore, un gaspillage d'une précieuse ration personnelle pour un homme qui, quelques heures plus tôt, essayait de les tuer. 47. Klaus luttait intérieurement. La faim était une douleur physique, une vrille dans ses entrailles. Mais l'endoctrinement était une douleur plus profonde, une cage mentale. Accepter cette nourriture, c'était admettre sa défaite, sa dépendance. C'était se soumettre. Il préférait encore la scie à cette forme de capitulation. Il serra les dents, essayant de transformer le gargouillis de son estomac en un grognement de défi, mais le son qui sortit fut pathétique, un gémissement de pur besoin. 48. Arlindo vit cette lutte. Il comprit la guerre qui se déroulait dans les yeux du garçon. Alors, il fit un geste d'une simplicité désarmante. Il prit sa propre cuillère, la plongea dans la feijoada, en prit une petite portion et la porta à sa propre bouche. Il mangea lentement, en regardant Klaus droit dans les yeux. Le message était silencieux, mais universel. « Je ne t'offre rien que je ne mangerai moi-même. Cette nourriture n'est pas un poison. Dans cet acte, nous sommes égaux. » 49. Ce geste fit voler en éclats les défenses de Klaus. C'était si inattendu, si profondément humain. Ce n'était pas un acte de pitié condescendante, mais un acte de communion. Le médecin ne le traitait pas comme un chien affamé à qui l'on jette des restes, mais comme un invité à sa table, aussi humble soit-elle. La surprise submergea la méfiance, créant une fissure dans le mur de haine qu'il avait bâti autour de lui. Pour la première fois, il ne vit plus un uniforme ennemi, mais un homme. 50. Le silence dans la tente était devenu lourd, presque sacré. Le sifflement de la lampe à pétrole et le vent qui pleurait au dehors semblaient venir d'un autre monde. Tous les regards étaient fixés sur la cuillère, car Lindo, après avoir avalé sa bouchée, avait de nouveau rempli et tendait maintenant vers le jeune Allemand. La cuillère flottait dans l'espace entre eux, un pont fragile jeté au-dessus d'un abîme de violence et d'idéologie. 51. La main de Klaus tremblait violemment lorsqu'il l'avança. C'était le mouvement le plus difficile de sa vie, plus dur que de charger une position ennemie ou de supporter le froid glacial. Ses doigts, salés et écorchés, effleurèrent la main du médecin en saisissant le manche de la cuillère. Ce contact physique, peau contre peau, fut un choc électrique, une décharge de pure humanité qui acheva de briser les dernières barrières. Il n'y avait plus de Brésiliens, plus d'Allemands, juste deux hommes. 52. Avec une hésitation qui confinait à la révérence, Klaus porta la nourriture à ses lèvres. La première bouchée fut une explosion de saveurs. C'était chaud, salé, fumé, incroyablement riche. C'était la chose la plus réconfortante qu'il ait goûtée depuis des mois, peut-être des années. La chaleur se répandit dans son corps engourbi, chassant un peu du froid qui s'était logé dans sa moelle. C'était plus que de la nourriture, c'était un antidote à la désolation. 53. Une larme, puis une autre, roulèrent sur ses joues sales, traçant des sillons clairs dans la crasse. Ce n'étaient pas des larmes de douleur ou de peur, mais de quelque chose de bien plus complexe. Un soulagement écrasant, une gratitude confuse, et la honte de la haine qu'il avait ressentie quelques instants plus tôt. Il mangeait, chaque bouchée étant à la fois une reddition et une rédemption. Il dévorait non seulement un repas, mais un symbole de dignité retrouvée. 54. Ils partagèrent le reste de la conserve en silence. Arlindo prenait une cuillerée, puis la tendait à Klaus, qui la prenait et la lui rendait.
Un rituel simple, presque primitif, qui les liait plus sûrement que n'importe quel traité de paix. Autour d'eux, les autres membres de l'équipe médicale regardaient, transformés de sceptiques en témoins. Ils assistaient à une forme de chirurgie qui ne figurait dans aucun manuel, la guérison d'une âme. 55. L'acte de partage avait changé l'atmosphère de la tente. La tension s'était dissipée, remplacée par une sorte de calme solennel. La guerre, avec son vacarme et sa fureur, semblait s'être retirée, tenue à distance par la simple décence de ce repas partagé. C'était une trêve non déclarée, un armistice du cœur, conclu entre deux hommes qui auraient dû être des ennemis mortels. 56. Dans l'esprit d'Arlindo, le garçon en face de lui n'était plus un cas clinique ou un prisonnier de guerre. C'était Klaus, un jeune homme qui avait une mère, peut-être des frères et sœurs, des rêves brisés par la folie des nations. En lui offrant sa nourriture, Arlindo n'avait pas seulement nourri son corps, il s'était rappelé à lui-même sa propre humanité, menacée d'érosion par l'horreur quotidienne. 57. Pour Klaus, le monde avait basculé. Cet homme, qu'il avait été programmé pour haïr et tuer, venait de lui montrer une bonté qu'il n'attendait plus de personne. Cette compassion inconditionnelle était plus déstabilisante que n'importe quelle attaque. Elle anéantissait toutes ses certitudes, le forçant à voir le conflit non plus comme un choc d'idéologie, mais comme une tragédie infligée à des êtres humains par d'autres êtres humains. 58. Quand la dernière bouchée fut terminée, et que la cuillère racla le fond métallique de la boîte, un nouveau type de silence s'installa. Ce n'était plus un silence de méfiance, mais un silence d'entente. Un pacte avait été scellé. Klaus ne se recroquevillait plus de peur. Son corps était toujours brisé, mais son esprit était apaisé. Il était prêt à confier sa vie à cet homme. 59. Arlindo posa la boîte vide sur le côté. Il regarda la jambe blessée de Klaus, puis son visage. Pour la première fois, le jeune homme soutenait son regard sans la moindre trace de haine. Il y avait de la douleur, de l'épuisement, mais aussi une confiance naissante, fragile et précieuse. C'était le consentement que le médecin avait attendu, non pas verbal, mais donné d'âme à âme. 60. Cet instant fut la véritable anesthésie. La feijoada avait calmé la peur qui crispait les muscles du patient et empoisonnait son sang. Elle avait préparé le terrain pour la guérison physique en accomplissant d'abord une guérison spirituelle. Arlindo savait maintenant qu'il ne se battrait pas seulement contre la gangrène, mais aussi pour préserver la vie de ce garçon qu'il venait de reconnaître comme son frère. 61. L'infirmier qui avait précédemment conseillé l'amputation s'approcha doucement, les yeux remplis d'un respect nouveau. Il ne dit rien, mais son expression avait changé. Il avait compris la leçon. La médecine ne consistait pas seulement à couper et à suturer, mais aussi à connecter et à réparer les liens invisibles entre les hommes. 62. Arlindo se leva. Sa posture était celle d'un homme dont la conviction avait été réaffirmée. Le doute qui l'avait assailli avait disparu, remplacé par une clarté de but absolue. Il n'était pas un officier brésilien soignant un soldat allemand. Il était un médecin soignant un patient, un être humain aidant un autre. C'était aussi simple et aussi profond que cela. 63. Il se tourna vers son équipe et sa voix, lorsqu'il parla, était calme mais chargée d'une autorité inébranlable. Préparez les instruments pour un débridement complet. Donnez-lui du plasma et de la morphine. Nous allons travailler toute la nuit s'il le faut. Il n'y avait plus de place pour la discussion ou le pragmatisme militaire. 64. Les mots n'étaient pas un ordre, mais une déclaration de foi. Une foi dans sa propre compétence, mais aussi une foi dans l'humanité qu'il venait de voir ressurgir dans les yeux d'un ennemi. L'équipe se mit au travail avec une efficacité renouvelée, leur cynisme de guerre balayé par la puissance de ce qu'ils venaient de voir. 65. Klaus, à moitié somnolent sous l'effet de la morphine qui commençait à agir, regardait le visage concentré du médecin brésilien. Il ne comprenait pas ces mots en portugais, mais il en comprenait l'intention. Il sentait qu'une promesse lui avait été faite, une promesse née non pas du devoir, mais de la compassion. Il ferma les yeux, abandonnant sa peur et se laissant dériver, confiant pour la première fois depuis longtemps. 66. Ce repas partagé, un acte si petit à l'échelle d'une guerre mondiale, était devenu le point de pivot de deux existences. C'était un acte de rébellion silencieuse contre la déshumanisation imposée par le conflit. Un geste qui affirmait que même entouré par l'acier et le feu, le besoin humain fondamental de connexion et de dignité pouvait non seulement survivre, mais triompher. 67. La feijoada, plat de subsistance des esclaves brésiliens devenu symbole de la culture nationale, avait une fois de plus rempli sa fonction historique, transformer des ingrédients simples en quelque chose de nourrissant, capable de rassembler les gens. Dans cette tente glaciale d'Italie, elle venait de transcender les frontières et les langues pour accomplir son miracle le plus inattendu. 68. Arlindo prit son scalpel. Ses mains ne tremblaient plus à cause du froid, mais étaient stables, guidées par une mission claire. Il ne s'agissait plus de sauver une jambe, mais de valider un principe. Chaque incision précise serait un argument contre la barbarie, chaque point de suture un lien renoué dans le tissu déchiré de l'humanité. 69. Alors que la première incision était faite, la guerre à l'extérieur continuait son œuvre de destruction. Mais à l'intérieur de la tente, un acte de création était en cours.
Un acte qui prouvait que la véritable victoire ne se mesurait pas en territoire conquis, mais en pont construit là où des murs auraient dû se dresser. 70. Le partage de ce repas n'a pas mis fin à la guerre. Il n'a pas changé le cours de l'histoire, mais il a changé le monde pour 2 hommes. Et dans le microcosme de cette tente médicale, cela suffisait. C'était une victoire totale, silencieuse et absolue, dont l'écho allait résonner bien au-delà de ce champ de bataille italien. 71. L'odeur de la feijoada se mêlait désormais à celle plus âcre de l'antiseptique. Ce n'était plus une contradiction, mais une fusion. L'arôme de la maison et celle de l'hôpital, le symbole de la communauté et l'outil de la science, unis dans un même but, préserver la vie contre toute attente, contre la logique même de la guerre. 72. Le jeune soldat allemand était maintenant complètement sous anesthésie, son visage détendu, libéré de la peur et de la douleur. Il était vulnérable, entièrement à la merci de l'homme qu'il considérait comme son ennemi. Mais c'était une vulnérabilité née de la confiance, pas de la défaite. Une reddition non pas à une armée, mais à un acte de bonté. 73. Arlindo se pencha sur son travail, la lumière de la lampe se reflétant sur ses instruments. Il était de retour dans son élément, non pas en tant que soldat, mais en tant que guérisseur. Le geste qu'il venait de poser avait guéri quelque chose en lui aussi, restaurant sa foi dans sa mission au milieu d'un monde qui semblait avoir perdu toute raison. 74. Le point de non-retour était franchi. L'incident était clos, mais ses conséquences commençaient à peine à se déployer. La décision prise autour d'une simple boîte de conserve allait définir non seulement l'issue de l'opération, mais aussi l'avenir de 2 familles, séparées par un océan et une guerre, mais désormais liées par un souvenir de nourriture partagée. 75. La tension dans la tente n'était plus celle de l'hostilité, mais celle de la concentration intense d'une équipe unie. Chaque membre, de l'infirmier chevronné au jeune brancardier, se sentait personnellement investi dans le sort de ce patient. L'Allemand d'Arlindo était devenu un peu le leur, un symbole de leur propre humanité préservée. 76. L'acte central était terminé. Ce n'était pas une charge héroïque ou une explosion spectaculaire, mais un moment de calme et de partage. Un anticlimax pour la guerre, mais le véritable climax pour l'histoire de l'humanité. La nourriture, élément le plus fondamental de la vie, avait servi de catalyseur pour réaffirmer la vie elle-même au milieu de la mort. 77. Arlindo savait que la nuit serait longue et l'opération périlleuse. Le succès n'était pas garanti. Mais une chose était certaine, quelle que soit l'issue, dans cette tente, ce soir-là, un acte de guerre avait été vaincu par un acte de paix. Et cette victoire, personne ne pourrait jamais leur enlever. Absolument. Voici le bloc 4, rédigé en français, France, en respectant scrupuleusement toutes les directives de structure, de ton, de longueur et de formatage. 78. L'opération fut un marathon contre le temps et la mort. Pendant des heures qui s'étirèrent jusqu'à l'aube, Arlindo travaillait sous la lumière vacillante de la lampe à pétrole. Son visage était un masque de concentration intense, chaque mouvement de son scalpel une danse précise et mesurée, un dialogue silencieux avec la chair meurtrie. Il n'était plus un officier dans une guerre, mais un artisan luttant pour préserver une œuvre d'art fragile. Autour de lui, le silence était total, seulement rompu par le cliquetis métallique des instruments et la respiration tendue de son équipe. 79. C'était une bataille sanglante et laborieuse menée non pas avec des balles, mais avec du fil et une aiguille. Il excisait les tissus morts, millimètre par millimètre, avec le soin d'un sculpteur libérant une forme de la pierre brute. Chaque artère préservée, chaque nerf épargné, était une petite victoire contre la barbarie qui faisait rage à l'extérieur. L'équipe, initialement sceptique, était désormais captivée, travaillant avec un respect et un engagement renouvelé, contaminée par l'obstination humaniste de son chirurgien. 80. Ils n'assistaient pas seulement à une procédure médicale. Ils étaient les témoins d'un acte de foi. La foi d'un homme dans le principe que chaque vie, sans exception, méritait d'être sauvée dans son intégralité. La tente médicale, baignée d'une lumière jaune et chaude, était devenue une enclave de paix, une ambassade de l'humanité sur un territoire conquis par la folie. L'odeur de la feijoada semblait encore flotter dans l'air, un parfum protecteur contre le désespoir. 81. Quand Arlindo posa finalement ses instruments, l'épuisement pesait lourdement sur ses épaules, mais une lueur de satisfaction brillait dans ses yeux. La jambe était sauvée, enveloppée dans les bandages blancs immaculés qui contrastaient violemment avec la boue et le sang qui avaient défini les dernières 24 heures. Il avait tenu sa promesse silencieuse. Maintenant, il ne restait plus qu'attendre le réveil du garçon, le véritable verdict de cette nuit de labeur. 82. Klaus émergea lentement des limbes de l'anesthésie. La première sensation fut la douleur, une douleur sourde et profonde qui irradiait de sa jambe. Mais cette douleur était une bénédiction, un message vibrant de vie. Une panique glaciale le saisit néanmoins. Il n'osait pas regarder. Il craignait de trouver le vide, le terrible moignon mutilé qui avait hanté ses cauchemars. Son esprit, encore embrumé, s'attendait à la confirmation de sa plus grande peur. 83. Une lenteur infinie, sa main tremblante glissa sous la couverture rêche. Il retenait son souffle, les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Ses doigts effleurèrent le tissu du bandage, puis descendirent, encore et encore, bien au-delà du genou. Il sentit la forme de son mollet, puis la courbe de sa cheville, et enfin le contour de ses propres orteils. Tout était là. Sa jambe était là. Un sanglot rauque s'échappa de sa gorge, un son de pur soulagement. 84.
Des larmes brûlantes inondèrent ses yeux, traçant des chemins propres sur ses joues couvertes de crasse. Ce n'étaient pas les larmes de douleur qu'il avait versées auparavant, mais des larmes de gratitude, de confusion, et d'une joie si intense qu'elle était presque douloureuse. Il pleurait la perte de sa haine, la mort du soldat adoctriné en lui, et la naissance d'un homme qui venait de recevoir le don de plus inattendu, la compassion d'un ennemi. 85. Il leva les yeux à travers le voile de ses larmes, cherchant dans la pénombre de la tente. Il le trouva. Arlindo était assis sur une caisse, non loin de là, sirotant un café noir. Il ne dormait pas, il veillait. Leurs regards se croisèrent dans le silence. Klaus ouvrit la bouche pour parler, pour dire « danke », mais aucun son ne sortit, sa gorge nouée par l'émotion. Les mots semblaient inutiles, trop petits pour contenir l'immensité de ce qu'il ressentait. 86. Alors, il fit la seule chose qu'il pouvait faire. Il posa sa main sur son cœur, puis la tendit paume ouverte vers le médecin brésilien, avant de hocher la tête. Un simple hochement de tête, lent et délibéré. C'était un remerciement, une excuse, une reconnaissance. C'était un traité de paix signé entre deux âmes, un langage universel qui n'avait besoin d'aucune traduction. Dans ce geste, il offrait à Arlindo tout ce qui lui restait, sa vulnérabilité et sa gratitude. 87. Arlindo répondit par un léger sourire et un hochement de tête similaire. Il n'y avait pas de triomphe dans son regard, seulement une profonde fatigue et une paix tranquille. Il avait fait son devoir, non pas le devoir d'un soldat, mais celui d'un être humain. Il voyait dans les yeux du jeune Allemand non pas un ennemi vaincu, mais un fils, un frère, un patient dont il avait la charge. La connexion silencieuse entre eux était plus forte que n'importe quelle ligne de front. 88. Dans les jours qui suivirent, une routine s'installa, un balai muet de guérison. Chaque matin, Arlindo venait personnellement changer les pansements de Klaus. Ces moments étaient empreints d'une douceur inattendue. Arlindo travaillait avec une délicatesse qui démentait la brutalité de leur environnement, ses mains expertes nettoyant et soignant la blessure qui se refermait lentement, symbole d'une autre guérison, plus profonde, qui s'opérait en Klaus. 89. Klaus ne parlait presque pas, il observait. Il observait les mains du médecin, des mains qui auraient pu le mutiler mais qui avaient choisi de le réparer. Il observait son visage fatigué mais bienveillant. Parfois, Arlindo lui apportait une portion de sa propre ration, un morceau de pain ou un peu de café chaud. Ce n'était plus l'acte initial de rupture des barrières, mais un rituel d'entretien de leur lien, un rappel constant de l'humanité partagée. Un jour, alors qu'Arlindo ajustait son bandage, Klaus murmura un mot, d'une voix rauque et hésitante. « Warum » ? Pourquoi ? La question flotta dans l'air froid de la tente. Pourquoi lui, un ennemi, avait-il mérité un tel soin, un tel risque ? Pourquoi ce médecin avait-il défié la logique de la guerre pour lui ? C'était la seule question qui comptait vraiment, celle qui le tourmentait depuis son réveil. 91. Arlindo s'arrêta. Il regarda Klaus dans les yeux, et, ne connaissant pas l'allemand, il répondit dans sa propre langue, sachant que le ton et l'intention transcenderaient les mots. « Pour que você é o nome » dit-il doucement. « Parce que tu es un homme. » Puis, il posa brièvement sa main sur l'épaule de Klaus, un geste de réconfort paternel. Klaus ne comprit pas les mots, mais il en comprit le sens. La réponse était si simple qu'elle en était bouleversante. La façade dure du soldat s'effrita complètement, révélant le jeune homme en dessous, un garçon de 19 ans loin de chez lui, terrifié et brisé. Il se mit à parler, dans un allemand décousu, entrecoupé de sanglots. Il ne parlait pas à un officier ennemi, mais à la seule personne qu'il avait vue comme un être humain. Arlindo écoutait en silence, comprenant non pas les mots, mais la douleur universelle qu'ils contenaient. 93. Pour les autres soldats et infirmiers du camp, l'histoire de l'Allemand d'Arlindo devint une sorte de légende murmurée. Klaus n'était plus un simple prisonnier de guerre, il était un symbole. Un symbole que même dans cette boucherie, les principes fondamentaux de la décence n'étaient pas morts. L'acte de bonté d'Arlindo avait créé une onde de choc, rappelant à chacun sa propre humanité menacée. 94. Lorsque Klaus fut enfin assez stable pour être transféré vers un camp de prisonniers plus permanent, l'atmosphère dans la tente était lourde. L'heure des adieux était venue, et ils se firent presque sans un mot, comme leur relation avait commencé. Les brancardiers vinrent le chercher. Klaus avait le visage grave, ses yeux cherchant une dernière fois ceux d'Arlindo. 95. Alors que le brancard passait devant le médecin, Klaus tendit la main. Arlindo la prit sans hésiter. La poignée de main fut ferme, la peau calleuse du jeune fermier contre celle du chirurgien. Ce n'était pas la poignée de main de deux adversaires, mais celle de deux hommes liés par un secret, une reconnaissance mutuelle qui défiait la guerre qui les entourait. 96. Auf Wiedersehen, docteur, murmura Klaus, les mots signifiant bien plus qu'un simple revoir. C'était une promesse de ne jamais oublier. Arlindo serra sa main un peu plus fort, un geste qui disait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Adeus, Klaus, répondit-il. Va en paix. 97.
Arlindo regarda le brancard disparaître hors de la tente, emportant avec lui le jeune homme dont la vie s'était si étrangement mêlée à la sienne. Un sentiment de vie s'installa, mais il fut rapidement remplacé par une certitude profonde. Ce qu'il avait fait était juste. C'était l'acte le plus important de sa guerre, peut-être même de sa vie. 98. Il se sentait transformé. La guerre l'avait vidé, l'avait rendu cynique, menaçant de geler son cœur comme le paysage italien avait gelé ses os. Mais en tendant la main à un ennemi, en partageant son repas, il s'était guéri lui-même. Il avait redécouvert le noyau de sa vocation, la compassion inconditionnelle. 99. Cet incident lui avait rappelé que derrière chaque uniforme, il y avait une histoire, une famille, une humanité partagée. La guerre érigeait des murs, créait des catégories d'amis et d'ennemis, mais ces distinctions étaient artificielles et fragiles. En dessous, il n'y avait que des hommes, tous victimes de la même folie. 100. La transformation était complète. Pour Klaus, un jeune soldat plein de haine avait été remplacé par un homme reconnaissant qui porterait à jamais la leçon de la bonté. Pour Arlindo, un médecin fatigué et désabusé avait retrouvé sa foi dans l'humanité et le sens profond de son serment. 101. La guerre continuerait de faire rage, d'autres blessés arriveraient, d'autres horreurs se produiraient. Mais quelque chose avait changé de manière irrévocable dans cette petite tente médicale. Une lumière avait été allumée, et son éclat, bien que fragile, suffisait à repousser les ténèbres, un instant à la fois. 102. Arlindo retourna à son travail, le souvenir de la poignée de main de Klaus encore chaud dans sa paume. Il savait qu'il ne reverrait probablement jamais le jeune Allemand, mais leur histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Un acte de compassion planté dans un champ de bataille venait de prendre racine, et son héritage, il le sentait, grandirait bien au-delà de cet hiver italien. Absolument. Voici le bloc 5, rédigé en français, France, en respectant scrupuleusement toutes les directives de structure, de ton, de longueur et de formatage. Il a passé des années à essayer de vous retrouver, mais sans succès. C'est grâce à Internet que j'ai finalement pu localiser votre nom. Les mains d'Arlindo tremblaient visiblement alors qu'il prenait le paquet. Il était lourd, solide. Le papier se déchira sous ses doigts, révélant une magnifique boîte en bois de jacaranda, polie jusqu'à obtenir un éclat profond. 111. L'objet était un chef-d'œuvre d'artisanat. Le couvercle était orné d'une marqueterie complexe, représentant une branche de caféier brésilien, un détail d'une finesse et d'une précision incroyables. C'était le travail d'un maître. Mon grand-père est devenu ébéniste après la guerre, expliqua Marcus, sa voix remplie de fierté. Il disait toujours qu'il devait chaque meuble qu'il avait créé, chaque jointure parfaite, à un médecin brésilien qui lui avait permis de garder ses 2 jambes pour se tenir devant son établi. 112. Avec le coffret, il y avait une enveloppe jaunie par le temps. Le nom Dr Arlindo Correa y était inscrit d'une écriture élégante mais tremblante, celle d'un homme âgé. Arlindo ouvrit l'enveloppe avec une précaution infinie, comme s'il craignait que le papier ne se désintègre. À l'intérieur, une longue lettre, rédigée en allemand, accompagnée d'une traduction certifiée en portugais. Il commença à lire, et le monde autour de lui s'effaça complètement. 113. Cher docteur Arlindo, commençait la lettre. Si vous lisez ces mots, cela signifie que mon petit-fils a accompli ma dernière mission. Je vous écris depuis un monde en paix, un monde que, dans la folie de ma jeunesse, je n'aurais jamais cru possible. Je vous écris pour vous dire que pendant 50 ans, il ne s'est pas passé un seul jour sans que je pense à vous, à cette tente glaciale,
et à une boîte de conserve qui a changé le cours de ma vie. 114. Je suis arrivée sur votre table d'opération comme un animal pris au piège, rempli d'une haine qu'on m'avait injectée depuis l'enfance. J'étais un produit de mon temps, un soldat programmé pour voir en vous un monstre, un ennemi à abattre. J'étais prêt à mourir, et pire encore, à vous laisser me mutiler plutôt que d'accepter votre aide. Mon corps était brisé, mais mon âme l'était encore plus, rongée par le poison de l'idéologie. 115. Et puis, vous avez fait quelque chose d'incompréhensible. Vous avez arrêté le temps. Vous avez mis de côté la logique de la guerre, le pragmatisme du chirurgien, et vous m'avez offert votre nourriture. Je ne sais pas si vous avez jamais compris le poids de ce geste. Ce n'était pas un simple ragoût de haricots. C'était la dignité, c'était la reconnaissance. Dans cet acte, vous avez arraché mon uniforme, et vous avez parlé à l'homme qui se cachait en dessous, terrifié et affamé. 116. En partageant votre repas, vous m'avez désarmé plus efficacement que n'importe quelle armée. Vous avez anéanti ma haine non pas par la force, mais par la compassion. Vous m'avez appris en 5 minutes une leçon que 50 ans de peine auraient pu m'enseigner. Que notre humanité commune est le seul drapeau qui vaille la peine d'être défendu. Vous n'avez pas seulement sauvé ma jambe ce jour-là, docteur. Vous avez sauvé mon âme de la gangrène de la haine. 117. Grâce à vous, je suis rentrée en Bavière sur mes 2 jambes. J'ai pu reprendre le travail du bois que mon père m'avait enseigné. J'ai pu marcher jusqu'à l'hôtel pour épouser la femme que j'aimais. J'ai pu courir dans les champs avec mes enfants et leur apprendre à construire des choses, pas à les détruire. J'ai pu tenir mes petits-enfants dans les bras et leur raconter l'histoire d'un médecin courageux, venu de l'autre bout du monde, qui croyait en la vie plus qu'en la guerre. 118. Toute ma famille, mon fils, ma fille, et ce jeune homme qui se tient devant vous aujourd'hui, Marcus, ils existent tous grâce à vous. Leurs rires, leurs espoirs, leur avenir, tout cela est le fruit direct de votre décision, en cette nuit froide d'Italie. Vous n'avez pas seulement réparé un corps, vous avez permis à un arbre généalogique de pousser là où il n'y aurait dû y avoir que le vide. Votre compassion a eu un effet d'entraînement à travers les décennies. 118. Parfois, surtout pendant les hivers froids, ma jambe me lançait. Mais ce n'était jamais une mauvaise douleur, c'était un rappel. Un rappel tangible que même dans les ténèbres les plus profondes, un seul acte de bonté peut allumer une lumière qui ne s'éteint jamais. Vous avez été cette lumière pour moi, docteur Arlindo. Vous m'avez montré le chemin du retour vers l'humanité. 120. Ce coffret est mon humble remerciement. Il est fait du bois de ma terre natale, mais il a été façonné par des mains que vous avez sauvées. J'espère qu'il vous rappellera qu'un seul geste de compassion peut résonner à travers le temps et l'espace, créant des vagues de bienveillance que nous ne pourrons jamais mesurer. Merci. Merci d'avoir été un médecin, mais surtout, merci d'avoir été un homme. Avec une gratitude éternelle, Klaus Schmidt. 121. Arlindo termina la lettre, le papier tremblant entre ses doigts. Des larmes silencieuses coulaient librement sur ses joues ridées. Des larmes non pas de tristesse, mais d'une émotion si pure et si puissante qu'elle semblait laver des décennies de souvenirs douloureux. Il leva les yeux vers Marcus, qui le regardait avec une profonde déférence, ses propres yeux embués. Le jeune homme était la preuve vivante de chaque mot de cette lettre. Le vieil homme ne voyait plus un étranger. Il voyait le prolongement d'un acte de foi accompli un demi-siècle plus tôt. Il n'avait pas seulement sauvé une jambe, il avait sauvé un avenir. Il avait rendu possible une lignée, des rires d'enfants, une vie de création. L'écho de sa décision, prise dans le chaos et la mort, lui revenait aujourd'hui sous la forme la plus belle qui soit, la paix et la continuité de la vie. 123. D'un geste lent, Arlindo se leva et serra le jeune Marcus dans ses bras. C'était une étreinte qui transcendait 50 ans, 2 langues et un océan. Dans cette étreinte, le vieil homme brésilien et le jeune homme allemand n'étaient plus les descendants de 2 armées ennemies. Ils étaient une famille, unis par un héritage de compassion né d'une simple boîte de feijoada. 124. Le poids de ce repas, partagé dans une tente battue par les vents, s'était transformé en un legs d'une richesse inestimable. C'était la preuve ultime que la véritable victoire ne se gagne pas sur les champs de bataille avec des fusils, mais dans le cœur des hommes avec des actes de bonté, aussi petits soient-ils. 125. Arlindo regarda le coffret posé sur la table, son bois sombre brillant sous le soleil brésilien. Il n'avait jamais reçu de médaille plus précieuse, de reconnaissance plus significative. C'était le point final d'une histoire qu'il pensait inachevée, la réponse à une question qu'il ne s'était jamais consciemment posée. Ses actions avaient-elles eu un sens ? 126. Il savait maintenant que oui. Au-delà de toute mesure. L'acte le plus subversif qu'il ait commis pendant la guerre, traiter son ennemi non pas comme une cible mais comme un frère, s'était avéré être l'acte le plus constructif de toute sa vie. 127. Le jeune Marcus resta pour le dîner.
Ils parlèrent pendant des heures, Arlindo racontant sa version de l'histoire, le jeune homme partageant des photos de son grand-père, de sa famille, de son atelier. La barrière de la langue semblait insignifiante, comblée par un profond sentiment de connexion et de reconnaissance mutuelle. 128. La guerre avait tenté de les séparer par la haine, mais un simple geste d'humanité les avait réunis pour toujours, non pas en tant qu'anciens ennemis, mais en tant que gardiens d'une même et précieuse mémoire. 129. Cette rencontre n'était pas un épilogue, mais le point culminant. La résolution n'avait pas eu lieu lorsque les canons s'étaient tus, mais cet après-midi-là, sur un porche baigné de lumière tropicale, prouvant que l'héritage d'un acte de compassion est éternel. 130. Arlindo comprit que la véritable immortalité ne résidait pas dans les monuments de pierre ou les livres d'histoire, mais dans les graines de bonté que l'on sème dans le cœur des autres, des graines qui germent et fleurissent bien après notre départ. 131. Le coffret de Klaus Schmidt devant le trésor le plus précieux de la famille Correa, transmis de génération en génération, non pas comme un souvenir de guerre, mais comme un symbole de paix, un rappel tangible qu'un seul repas partagé peut nourrir l'humanité pour les décennies à venir. 132. Le cycle était complet. La dette de vie, contractée dans le froid et la peur, avait été remboursée par un legs d'amour et de gratitude, un pont indestructible jeté par-dessus l'abîme de la guerre, reliant à jamais une famille de Bavière et une famille de Rio de Janeiro. Absolument. Voici le bloc 6, rédigé en français, France, en respectant rigoureusement toutes les directives. 133. La boîte en bois de jacaranda, façonnée par des mains sauvées de la haine, n'a jamais été un simple objet. Elle est devenue un monument silencieux. Un autel dédié non pas à la mémoire d'une bataille, mais à la victoire d'un geste. Dans un monde qui érige des statues pour les conquérants, ce coffret est un mémorial à la compassion. Il nous enseigne que le triomphe le plus retentissant n'est pas celui qui se mesure en territoire conquis ou en ennemi vaincu, mais celui qui se gagne dans le cœur d'un homme, lorsque le courage de voir un frère dans l'autre est plus fort que l'ordre de voir une cible. 134. L'histoire avec sa grande hache ne retient souvent que les noms des généraux, les dates des offensives et les cartes des frontières redessinées. Mais la véritable histoire de l'humanité s'écrit ailleurs. Elle s'écrit dans ces interstices, ces moments de silence entre deux explosions, là où se jouent les vraies batailles. Ce ne sont pas des batailles pour le territoire, mais pour l'âme. L'histoire d'Arlindo et Klaus est l'une de ces micro-victoires qui, mises bout à bout, constituent la seule résistance valable contre la barbarie. Le refus obstiné de déshumaniser l'autre. 135. Cette histoire nous rappelle une vérité fondamentale. Les blessures les plus profondes ne sont pas celles qui saignent. Ce sont les fractures invisibles de l'esprit, les gangrènes de la haine, la solitude glaciale de la peur. Et le remède à ces maux n'est pas toujours dans la science ou la stratégie, mais souvent dans le geste le plus simple et le plus ancien du monde, le partage. Partager un repas, un mot, un instant de reconnaissance. C'est un pouvoir que nous possédons tous, une médecine universelle capable de jeter des ponts là où le monde s'acharne à creuser des fossés. 136. Le geste d'Arlindo, un simple repas partagé, a eu un écho qui a traversé un demi-siècle et un océan pour donner naissance à une nouvelle génération. Si vous croyez aussi que ces actes de bonté sont les véritables moteurs de l'histoire, les seules victoires qui comptent vraiment, alors aidez-nous à ce que cette flamme ne s'éteigne jamais. Partagez cette histoire pour que la mémoire de cet instant de grâce continue d'inspirer. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de ces récits qui prouvent que même dans la nuit la plus sombre de la guerre, la lumière de l'humanité est inextinguible.